toi de bien veiller sur la vie de nos deux fils. Méfie-toi de mon frère comme de la peste. Ne le laisse pas leur extorquer la couronne de notre lignée. Après la mort de Carloman, Charlemagne se proclame lui-même monarque absolu du royaume franc. La veuve de Carloman prend alors la fuite avec ses deux fils et se réfugie à la cour du roi des Lombards, Didier. Celui-ci adresse une demande au pape Adrien Ier. Je vous en prie, sacrez chacun de ses enfants, successeurs de Carloman. Ils sont ses fils. Je vais donc y réfléchir. Une telle décision demande du temps. L'heure n'est plus à la guerre. Elle est aux alliances. La guerre, mère, est engagée depuis longtemps. Que signifie cette attitude? Elle signifie que moi, Charles, roi de tous les Francs, prendrai désormais toutes les décisions importantes. Et cette fois, tu n'as plus voix au chapitre. Charlemagne rompt les relations avec sa mère et se prépare à mener une offensive contre les Lombards. Pour cela, il sait qu'il a besoin de l'appui des princes francs. De retour à son campement, il prend une décision qui surprend tout son entourage. Mais laissons pour l'heure un répit aux Lombards. Allons plutôt nous occuper des Saxons. Charlemagne pense qu'il réussira à soumettre rapidement les Saxons. Un roi à cette époque devait toujours faire la guerre. C'était son activité principale. Les redoutables cavaliers de Charlemagne attaquent les Saxons, dévastant leurs terres et mettant leur village à feu et à sang. Les combats sont d'une rare violence. Les Francs ne montrent aucune pitié. Contre toute attente, la résistance saxonne s'organise. Charlemagne ne parvient pas à une victoire rapide, contrairement à ce qu'il espérait. Il décide alors de changer de stratégie. Charlemagne se rend au sanctuaire païen des Saxons, le légendaire Irminsul. Ce frêne immense est leur arbre sacré. Surnommé l'arbre monde ou pilier du monde, il symbolise le lien entre la terre et le ciel. Brûlez-moi cette arme. Mon roi, sauf votre respect, cet arbre doit être ce que les Saxes ont de plus sacré. L'Irminsul symbolise le lien direct avec leur dieu. Ce n'est pas comme une église faite par l'homme que l'on peut reconstruire quand bon nous semble. Toutes les guerres doivent avoir une justification. Ici, Charlemagne tire parti de la destruction d'un sanctuaire païen pour légitimer sa stratégie militaire. Dès le départ, son but est d'affaiblir le paganisme, puis de l'éradiquer. En lieu et place des lieux de culte païens, il veut édifier des églises et des structures ecclésiastiques chrétiennes. La destruction d'Irminsul, l'arbre sacré, est un acte de conquête qui s'inscrit dans cette stratégie. Diese schnelle Eroberung der Irminsul. Ce serait une erreur. Brûlez cet arbre.
La campagne militaire contre les Saxons permet aussi à Charlemagne d'amasser un butin conséquent destiné à obtenir l'appui des princes et des guerriers francs. Au cœur de la forêt saxonne, Charlemagne et ses hommes découvrent par hasard une caverne secrète qu'ils s'empressent d'explorer. Regardez, mon roi. Les Francs savaient que les Saxons possédaient un trésor qui leur assurerait de grandes quantités d'or et d'argent. En 772, Charlemagne avait besoin d'argent, car il essayait de consolider son pouvoir, et il voulait replacer sous son autorité ses neveux, réfugiés à la cour de Lombardie. Il y avait donc un lien entre les différents théâtres de guerre. Dans le même temps, à Rome, le pape Adrien doit prendre une décision qui sera lourde de conséquences. Roi Didier, vous êtes venu jusqu'à moi pour que je reconnaisse comme héritier légitime du royaume franc les fils du défunt Carloman. Après avoir longuement réfléchi, nous sommes arrivés à la conclusion, que Dieu veuille nous entendre, que la couronne du royaume de Carloman devait revenir au seul héritier légitime, j'ai nommé le roi Charles. Il semblerait qu'en Saxe, il mène fort habilement l'épée de Dieu. Quelles que soient ses victoires, le roi Charles n'en est pas moins un usurpateur, votre sainteté. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer votre décision? Cela pourrait représenter un danger pour Rome. Seriez-vous en train de me menacer? Est-ce là votre intention? Je pense avoir été clair. Ma décision est prise. J'ai lu que Didier aurait lancé une attaque contre Rome tant la réponse d'Adrien l'aurait mis en colère. Maître? 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 Oui. Le pape Adrien était dans une situation difficile. Il a menacé le roi Didier d'excommunication, mais rien n'y a fait. Il était dans une telle détresse qu'il en vint à demander de l'aide à Charles en personne. Prends note, Johannes. Avant lui, Pépin le Bref, le père de Charles, avait lui aussi lancé une offensive à la demande du chef de l'Église romaine contre les Lombards. En déclarant la guerre, le roi Charles et son père servaient la même cause. Mais cette nouvelle campagne posa plus de problèmes que celle menée par Pépin et ne connut pas non plus le même dénouement. Vers 773, l'idée d'une campagne militaire contre les Lombards était certainement loin de faire l'unanimité. D'autant que la veuve de Carloman, la belle-sœur de Charlemagne, était toujours réfugiée en Lombardie avec ses enfants, et qu'elle bénéficiait sans doute encore d'appui au sein de la noblesse franque. Pour lancer une offensive contre les Lombards, il fallait d'abord convaincre les princes francs. Par ailleurs, une telle campagne nécessitait plus de préparation qu'une campagne d'été contre les Saxons, nettement moins risquée. Votre Altesse, pardonnez-moi. Je viens seulement d'être informé de votre présence. Je n'avais pas annoncé ma venue. Et que nous vaut l'honneur de votre visite? Vous êtes tourmenté. Et vous, vous savez lire dans l'esprit des gens. Eh bien,
Nous ne vous avions plus vu depuis la mort de votre père. Aujourd'hui, une nouvelle guerre est sur le point d'éclater et vous voici revenu parmi nous. Ce n'est pas très compliqué de suivre le raisonnement d'un fils. Vous êtes dans une situation particulièrement délicate. Votre père avait lui aussi perdu le soutien de nombreux princes en combattant les Lombards. Il a tout de même réussi à les vaincre. Oui, mais à cette époque, personne chez les Lombards ne voulait lui disputer la couronne. Les fils de votre frère ont encore beaucoup d'amis qui leur sont fidèles. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû les laisser s'enfuir. Dieu saura récompenser ta clémence, mon fils. Mais je ne peux pas laisser Didier contester ma légitimité. Ce signe de faiblesse pourrait m'être fatal. Oui, vous n'avez pas le choix, il vous faudra agir. Le danger est bien réel. Cependant, vous devrez agir avec circonspection. Utilisez les faiblesses de votre ennemi. Didier ne semble loin d'être stupide, mais il paraîtrait qu'il serait complètement imbu de lui-même. Sa suffisance pourrait vous servir. Envoyez votre armée par-delà les Alpes, ensuite parlementez avec lui. Pardon? Il faut que vous lui donniez l'impression que vous le craignez. Manipulez-le, faites-lui croire que vous voulez à tout prix éviter de perdre vos hommes. Il finira par faire un faux pas, croyez-moi. Il est sage de savoir paraître faible aux yeux de ses ennemis. Que dois-je faire de ces princes qui refusent de me soutenir? Eh bien, vous n'avez qu'à vous lancer dans une campagne où le sang lombard ne devrait pas couler. Pour ce genre d'affrontement, les princes se porteront volontaires. Une fois que vos troupes se seront mises en route, et que Didier aura, comme je peux l'imaginer, refusé votre offre de paix, tout sera alors envisageable. Vous auriez dû devenir commandant. Prêtre ou commandant, les deux envoient les hommes à la mort. Ce ne sont que les combats où on les envoie qui varient quelque peu. À l'été 773, Charlemagne décide finalement de lancer la campagne contre les Lombards. Il franchit les Alpes avec deux armées. L'une passe par le Val d'Aoste et l'autre, qu'il conduit lui-même, passe par le col du Mont-Cenis. Les deux armées doivent se rejoindre à l'ouest de Turin, dans la combe de Suse. C'est en tout cas le plan initialement prévu. Ces armées comptent plus de 3000 hommes. Aux soldats de métier s'ajoute 1 millier d'hommes venus de la cour du roi. À l'époque, les moyens de transport se limitent à des carrioles rudimentaires que l'on réserve aux femmes et aux enfants. Pour les proches du roi, le voyage n'est pas de tout repos. Charlemagne tient à ce que sa deuxième épouse, Hildegarde, l'accompagne avec sa suite pour la campagne d'Italie. La traversée des Alpes est éprouvante, d'autant que la reine va bientôt accoucher de son deuxième enfant. Hildegard n'avait pas une vie facile aux côtés de Charlemagne. Il tenait à ce qu'elle l'accompagne dans la plupart de ses déplacements et de ses campagnes militaires. Elle était donc du voyage pour la campagne contre les Lombards, en direction de Pavie. Et elle a franchi les Alpes en plein hiver, alors qu'elle était enceinte et qu'elle devait s'occuper de son fils aîné et de son beau-fils, Pépin. À l'époque du Haut Moyen-Âge, la traversée des Alpes est une aventure périlleuse, surtout lorsque la neige et la glace entravent la progression des troupes. D'après la légende, une tempête s'abat brutalement sur les troupes franques. Par miracle, elles échappent au danger et peuvent continuer leur route. On dit aussi qu'à la suite de cet épisode, Charlemagne fait bâtir une petite église à l'endroit où il a frôlé la mort pour remercier Dieu de l'avoir sauvé. La petite église de Saint-Benoît de Mals est l'un des rares édifices religieux de l'époque carolingienne encore bien conservés. Elle abrite une fresque qui nous offre un témoignage sur l'habillement de la noblesse franque au 8e siècle. Le seigneur représenté sur la fresque tient devant lui une épée richement décorée. Son identité a fait l'objet de nombreuses spéculations. On pense qu'il pourrait s'agir d'un noble proche de Charlemagne ou de son fils Pépin.
La traversée des Alpes se poursuit encore pendant plusieurs semaines. Comme il fallait s'y attendre, le roi des Lombards refuse la proposition de paix que lui fait Charlemagne. Ce dernier met alors en œuvre un autre plan. Lors de la campagne contre les Lombards, il fallait contourner les fameuses écluses, le point le plus étroit de la combe de Suse. D'après certaines sources, on sait qu'une troupe de Francs a contourné ces écluses et a attaqué les Lombards par derrière. La rapidité de l'intervention de Charlemagne en Haute-Italie ne peut avoir qu'une explication. Il a sûrement rallié à son camp des partisans de Didier. Pour cela, il a peut-être eu recours à la corruption, à moins qu'il n'ait utilisé ses talents de stratège. Les Lombards veulent assaillir les Francs par surprise dans la combe de Suse. Mais ils sont loin d'imaginer qu'une deuxième armée franque va fondre sur eux depuis la crête qui surplombe le vallon. Pris de court, Didier et son armée sont contraints de se réfugier derrière les remparts de Pavie, capitale de la Lombardie. Un chroniqueur de l'époque consigne l'arrivée de l'armée franque devant Pavie. Puis le grand Charlemagne est apparu en personne. Son armée de cavaliers, en ordre de bataille, emplissait toute la plaine, et leurs armures reflétaient l'éclat du soleil. Cependant, les Lombards refusent de se rendre. Charlemagne décide alors d'assiéger Pavie. C'est un choix périlleux dont l'issue est incertaine, surtout aux portes de l'hiver. Il avait sans doute projeté d'assiéger Pavie d'entrée de jeu. Sinon, cette opération n'aurait pas été possible. Le siège a duré très longtemps, de septembre 773 à juin 774, c'est-à-dire 9 mois dans la période hivernale. Cela a demandé une préparation logistique et technique importante. Pour soutenir le moral des troupes, Charlemagne organise des fêtes tout au long de l'hiver au pied des murailles de Pavie. Viens par là. Votre sœur a de la fièvre. Quand l'enfant doit-il naître? Je l'ignore. Dieu seul décide du moment où un enfant vient au monde. Mon frère, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien. Tu ne devrais pas être ici. Je suis à ma place. Je dois demeurer auprès de mon époux, c'est le devoir d'une reine. Aucun de nous ne devrait être ici. Mon cher beau-frère, qu'y a-t-il? Pourquoi interromps-tu notre fête? Mon roi, combattre pour la gloire du pape et de l'Église ne vous donne pas pour autant le droit de vous adonner au péché. Tiens-moi encore. Seul un bon chrétien pourra remporter cette bataille, et j'ai bien peur de ne pas en voir un seul. Pendant que vous festoyez, ma sœur souffre à quelques pas de vous pour mettre votre enfant au monde. Attention, mesure tes paroles. Allons, ne joue pas les troubles fêtes. Serre-toi une coupe et bois avec nous. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Même les contemporains de Charlemagne ont dû être surpris par le nombre de maîtresses qu'il a eues. À peine 10 ans après sa mort, on disait qu'il avait été condamné à aller en enfer, où un monstre lui rongeait les parties génitales en guise de punition. La raison de cette punition est plus qu'évidente.
Le siège de Pavie traîne en longueur, sans donner les résultats escomptés. Charlemagne décide alors de se rendre à Rome pour solliciter une audience auprès du souverain pontife. C'est la première fois qu'il voit la ville éternelle. Charlemagne se demandait sûrement à quoi ressemblait Rome. Il devait avoir hâte de découvrir cette ville. Pendant toute la période du Haut Moyen-Âge, les gens du nord de l'Occident voulaient aller à Rome. Cette ville les attirait notamment parce qu'ils pensaient qu'elle abritait des édifices en pierre majestueux et ils n'avaient jamais rien vu de tel dans leur pays. On rapporte que la visite de Charlemagne suscite la surprise du pape Adrien, car le roi des Francs fait preuve d'une grande humilité lorsqu'il se présente devant lui. Charlemagne avait besoin d'un miracle. Quand il est arrivé à Rome devant le pape, il a gravi lentement les marches de l'ancienne basilique Saint-Pierre en les embrassant une à une. Puis il a fait le baise-main au souverain pontife et ils sont entrés dans la basilique main dans la main. Ça a dû être une expérience mémorable pour le roi. Lorsqu'il est entré dans le lieu saint contenant la sépulture de Saint-Pierre, il a ressenti une force spirituelle émanant du tombeau. Et ça l'a marqué à jamais. Charlemagne veut implorer la bénédiction papale pour sa campagne contre les Lombards. Pour appuyer sa demande, il sait se montrer très généreux. Il se pose en protecteur de l'Église et confirme devant le pape Adrien la donation faite en 756 par son père, Pépin le Bref, concernant les États pontificaux. En se rendant à Rome, Charlemagne voulait implorer la grâce de Saint-Pierre et demander son soutien au pape pour mener à bien ses actions guerrières contre les Lombards. Cela explique le fait qu'il ait réaffirmé le pouvoir temporel du pape sur les États pontificaux qu'a obtenu ce dernier à la suite de la donation de Pépin le Bref. Il a promis d'ajouter à ses premiers territoires, appelés patrimoine de Saint-Pierre, les régions lombardes qu'il réussirait à reconquérir. Lorsque Charlemagne revient devant les murs de Pavie, les épidémies et la peste ont eu finalement raison de la ville assiégée, qui est contrainte à la capitulation. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, et que tous les saints soient loués. Tu vois, Gérold, Dieu a récompensé les meilleurs chrétiens. Vous avez raison, mon roi. Vous avez raison. Pour Charlemagne, cette rencontre avec Saint-Pierre était le miracle qui lui avait permis de remporter la guerre. En réalité, la véritable raison de sa victoire était une terrible épidémie qui s'était abattue sur Pavie et avait décimé les Lombards. Mais dans son esprit, Charlemagne avait formé une alliance avec Saint-Pierre. Il protégeait les terres du saint apôtre, tandis que celui-ci le gardait sous sa protection. Dès lors, toutes les victoires de Charlemagne ont semblé justifier cette croyance. Charles n'eut de repos que lorsque Didier, au vu de ses troupes affaiblies par le long siège, accepta de capituler sans condition. Et le roi Didier alors, qu'est-il advenu de lui? Ne sois pas si impatient, Johannes. Continue à écrire. La campagne contre les Lombards se concluait donc par la soumission des Italiens, par le bannissement à vie de son ennemi le roi Didier, par l'expulsion de son fils Adalgis hors d'Italie, et par la restitution de tous les biens dérobés par les différents rois lombards à Adrien, le pape chef de l'Église romaine. Ah.
Après la défaite des Lombards, Gerberge et ses deux fils, les héritiers légitimes de Carloman, tombent aux mains des soldats francs. Ils sont capturés, puis envoyés en exil. Les historiens ont cherché à savoir ce qu'il était advenu de ces deux petits garçons, les neveux de Charlemagne. On a complètement perdu leurs traces. On peut donc penser que le roi des Francs a souhaité leur mort et l'a encouragé. Il n'existe aucune preuve à l'appui de cette hypothèse. Les Carolingiens n'ont pas été plus sanguinaires que les Mérovingiens à l'égard de leurs adversaires, mais il ne faut pas exclure pour autant cette hypothèse. Charlemagne a atteint son objectif. Désormais, il se proclame Rex Francorum et Langobardorum, roi des Francs et roi des Lombards. Il réunit ainsi sous son autorité la majeure partie de l'Europe occidentale. Mais la paix est encore loin d'être scellée dans l'ensemble de son immense empire. Messire, les Saxons, ils se soulèvent. C'est Widukind qui les commande. Dans tout le pays, des églises ont été incendiées. Ma couronne. Après sa victoire sur les Lombards, Charlemagne s'est à nouveau employé à soumettre les Saxons. Il n'est venu à bout de leur résistance que par la terreur. La violence déployée a été sans précédent, au point que les anglo-saxons pensaient que Charlemagne avait perdu la raison. Cela montre qu'il a peut-être eu plus de mal à digérer sa défaite que ne le laissent penser les écrits du chroniqueur Eginhard. Charlemagne et ses hommes se lancent à l'assaut des rebelles saxons, dans un combat sanglant. Les résistants saxons et leur chef Widukind n'ont aucune chance face à l'armée franque, supérieure en nombre et en force. Je vous en prie, ayez pitié de moi, Seigneur. Je vous en supplie, pardonnez mes péchés. Lavez mon âme. Charlemagne voulait convertir les Saxons au christianisme. Il en avait la ferme intention. Cela impliquait aussi qu'il lui prête serment d'allégeance. Une fois qu'il lui avait juré fidélité, s'ils se rebellaient à nouveau, ils étaient considérés comme parjures et traîtres. C'est ainsi que le roi justifiait toute forme de représailles. Cela a donné lieu aux pires horreurs. Mais dans l'esprit de Charlemagne et de ses contemporains, briser un serment d'allégeance au roi était un acte inadmissible.
Le chef saxon Widukind se révèle le plus farouche adversaire de Charlemagne. Par tous les dieux, je jure, moi, Widukind, qu'ils seront vengés. Widukind est le plus grand adversaire de Charlemagne lors de la campagne contre les Saxons. Né dans une famille noble de Westphalie, il est à partir de 778 le chef de file de la résistance saxonne face aux Francs. Il a pris une certaine distance avec les aristocrates de son rang qui composaient relativement bien avec Charlemagne et il est devenu le chef des Saxons de condition moyenne et inférieure qui le soutenaient pleinement. S'il avait vaincu les Francs, il aurait pu fonder un royaume saxon. Dis-moi, Johannes, est-ce que tu connais ce proverbe hellène? Le franc doit être ton ami, mais surtout pas ton voisin. Autrefois, tout le monde tremblait devant la force et la détermination du roi Charles. À juste titre. Une fois les Lombards vaincus, il a écrasé les Saxons. Et après les Saxons, il s'est aussitôt lancé dans une nouvelle aventure. Il a continué ainsi pendant 30 ans. Il aura passé presque toutes ces années à faire la guerre. Bon, assez pour aujourd'hui. Ce soir, nous allons chez notre ami l'abbé Santor. Il nous a invités à manger. Moi, je meurs de faim. Oui, moi aussi. Persuadé que la victoire contre les Saxons est acquise, Charlemagne prend ses quartiers d'hiver. À toi, mon fidèle Roland. Montre-nous ce que tu sais faire. Tu es mon meilleur chevalier et mon porte-bonheur. Hein? Monseigneur, tout le monde sait qu'on ne peut vous vaincre. J'implore votre clémence. Eh bien, Roland, est-ce que tu aurais peur, hein? Serais-tu devenu un pleutre? Mon chevalier est un freluquet? Eh bien, mon roi. Tu as l'air fatigué. On vient de me demander de prêter main forte au gouverneur de Saragosse dans son combat contre l'émir. La ville est à l'émir de Cordoue, elle est dans l'émirat. Saragosse veut son indépendance. Le gouverneur m'ouvrira les portes de la cité. Et c'est moi qui cueillerai les fruits de cette victoire. Charles, tes sujets, tes soldats et même tes princes sont fatigués, ils n'en peuvent plus de tous ces combats. Et moi non plus. Environ 1700 km séparent les villes de Paderborn et de Saragosse. Si l'on totalise toutes les distances que Charlemagne a parcourues au cours de sa vie, entre ses palais et les différents champs de bataille, il a largement fait le tour de la terre.
Les souverains du Moyen-Âge voyageaient en permanence. Un monarque devait se montrer dans les différentes régions de son royaume pour être vu de ses sujets. C'est ce que Charlemagne a fait dans la première moitié de son règne. En ce qui le concerne, des considérations militaires entrent également en jeu. Il faut bien s'imaginer qu'un déplacement a priori pacifique pouvait se transformer en expédition punitive contre quelqu'un que l'on voulait ramener à la raison. Je n'en peux plus, je suis à bout de force. Mais c'est pour toi que je m'inquiète. Tu as changé, Charles. Je sais très bien que l'homme que j'ai épousé ne craignait pas d'avoir à se battre. Mais il n'avait pas soif de sang et ne se serait jamais lancé dans une guerre aussi hasardeuse. Ma chère Hildegarde, je n'ai pas d'autre choix. Et je me bats pour la gloire de Dieu. Je t'en supplie, Charles. Il est encore temps, rentrons. Dieu me protégera. Rentre, tu n'as plus besoin de m'accompagner. Je te laisserai quelques hommes pour assurer ta sécurité. Lorsque le roi atteint enfin Saragosse, la donne a changé du tout au tout. Le gouverneur, qui lui a demandé son aide pour lutter contre l'émir de Cordoue, a été dépossédé de son pouvoir. À l'arrivée des Francs, les portes de la ville restent closes. Charlemagne ne renonce pas pour autant et veut s'emparer de Saragosse par la force. Pendant des mois, il va assiéger la ville. Mais en vain. C'est sa première grande défaite. C'est vrai. Les soldats sont faibles. Voilà des semaines que nous manquons d'eau et de nourriture. Bon nombre d'entre eux sont malades. On risque une rébellion si on n'agit pas. Chevalier Roland, comment osez-vous parler de rébellion devant moi? La situation est aussi grave qu'elle y paraît. Nos réserves de nourriture sont épuisées, et il n'y a plus du tout de gibier dans la région. D'ailleurs, même vos princes pensent que ce n'est plus possible. On ne pourra pas maintenir le siège plus longtemps. J'apprécie ta sincérité, mon ami. Mais, dis-moi, où est ma bonne étoile? Dis aux hommes que nous partirons demain. Et toi, Roland, tu te chargeras de protéger notre repli. Charlemagne décide de lever le siège de Saragosse et donne le signal de la retraite. Sur le chemin du retour, il ordonne à son armée d'attaquer Pampelune et de piller la ville. Cet assaut sanglant contre les Bascons de Pampelune donne lieu inévitablement à des représailles de leur part. La légende situe la bataille dans les Pyrénées, au col de Roncevaux. Les guerriers bascons tentent une embuscade à l'arrière-garde, placée sous le commandement de Roland, et massacrent jusqu'au dernier des Francs. La mort du chevalier Roland clôt d'une triste manière la campagne d'Espagne. L'attaque des Vascons devait venger le pillage de Pampelune par Charlemagne après le siège infructueux de Saragosse. Disons-le tout net, le pillage de la ville chrétienne de Pampelune était vraiment une ignominie. Voilà pourquoi les Vascons se sont vengés. À l'époque, on a dit que ce terrible revers avait assombri l'âme de Charlemagne et qu'il ne s'en remettrait jamais. Pourquoi ? D'une part,
le roi avait perdu le butin qu'aurait dû lui rapporter le pillage de ces villes. Ça, c'était l'aspect économique de cette campagne. Mais d'autre part, et surtout, l'un de ses plus proches compagnons d'armes, Roland, avait été tué. Pour Charlemagne, c'était une perte terrible. Sa foi et son honneur ont été ébranlés de voir Roland et d'autres hommes de confiance mourir pour lui. La campagne d'Espagne, cela restera entre nous, a été une débâcle. Mais as-tu déjà lu un récit qui relaterait les débâcles de César? Non. Alors je ne relaterai pas les siennes. Parce que personne n'est infaillible, Johannes. Pas même Charles, qui était pourtant un roi pieux et éminemment respecté. Mon travail consiste à léguer à la postérité une image exemplaire de sa vie. Je vais donc écrire ceci. Charles et son armée ont traversé les Pyrénées. En chemin, il a assiégé les villages et les châteaux qu'il a croisés et s'en est rendu maître. Puis il a fait demi-tour, il n'avait encore subi aucune perte. Mais en partant des Pyrénées, il a tout de même essuyé l'assaut d'une troupe de rebelles vascons. Einhard hat in seiner Dans sa biographie de Charlemagne, le chroniqueur Eginhard avait sûrement l'intention de rapporter fidèlement les événements. Tous les points de son récit sont conformes à la réalité que nous connaissons dans l'état actuel des recherches historiques. Trivialement, on peut dire qu'il n'a pas menti, mais comme tous les chroniqueurs, il a relaté les événements à sa façon. Il a tendance à montrer Charlemagne sous un jour favorable, ce qui est compréhensible. Il a de l'admiration pour le roi des Francs, ce qui lui donne forcément un regard subjectif. Mais il ne fait pas d'entorse à la réalité historique. Eginhard n'est pas le seul à avoir passé sous silence ou travesti la défaite de Charlemagne lors de la bataille de Roncevaux. Le camouflet subi par le roi dans les Pyrénées a inspiré les troubadours qui l'ont idéalisé et en ont fait un poème épique, la chanson de Roland. Le manuscrit de Saint-Gall, écrit sur parchemin au XIIIe siècle, raconte la légende du chevalier Roland. Illustré de précieuses enluminures, c'est l'un des plus beaux ouvrages de la littérature médiévale. D'après la légende, le comte Roland, blessé à mort, sonne du corps pour appeler Charlemagne à son secours. Mais celui-ci arrive trop tard et il ne peut que constater la mort de son compagnon d'armes. Le manuscrit d'Oxford, rédigé au XIIe siècle, est le texte le plus ancien et le plus complet de la chanson de Roland. Les historiens le considèrent comme le texte original de la célèbre chanson de geste. Le professeur Wolf Steinsiek l'a traduit à partir de l'ancien français. Dans la chanson de Roland, Charlemagne n'apparaît pas du tout comme un héros auréolé de gloire. Le manuscrit le présente comme un souverain âgé, entouré de princes jeunes et dynamiques, qui se retrouvent tout le temps dans des situations inextricables. Il s'arrache les cheveux, se met à pleurer, bref, il est désespéré. Puis il s'adresse directement à Dieu et reçoit l'aide du ciel. La chanson de Roland s'achève sur ces mots « Comme ma vie est pénible ». Charlemagne n'a donc rien d'un héros glorieux. À part ça, l'ensemble du texte décrit une épopée héroïque mettant en scène la victoire du christianisme sur le paganisme et celle du fidèle vassal sur le traître. Tandis que Charlemagne est sur le chemin du retour après la bataille de Roncevaux, une nouvelle rébellion éclate en Saxe.
Cette fois-ci, les insurgés, réunis autour de leur chef, Widukind, sont prêts à tout pour anéantir les Francs. Widukind devient le cauchemar de Charlemagne. Les Francs n'avaient jusqu'alors mené aucune guerre semblable à celle-ci. Une guerre absolument épuisante et qui semblait surtout ne pas vouloir prendre fin. Pourtant, elle aurait certainement pu se terminer bien plus tôt, ça ne fait aucun doute. Si seulement la réputation de traître des Saxons ne s'était pas déjà vérifiée. Continuez, maître Johannes. Il ne faut pas vous arrêter. Il est difficile d'imaginer combien de fois les Saxons ont été vaincus, combien de fois ils ont fait serment d'allégeance au roi, combien de fois ils ont promis de ne plus adorer les dieux païens et de se convertir au christianisme. Pourtant, les Saxons se sont toujours empressés de désobéir et de briser leurs serments. Nous en étions restés là. Bien, dans ce cas, reprenons. Au cours de cette guerre, nombre de nobles ont péri, aussi bien chez les Saxons que chez les Francs. Certains d'entre eux étaient de hauts dignitaires. Seront condamnés à mort tous ceux qui s'adonneront aux pratiques païennes. Toute personne qui offrira le corps d'un défunt aux flammes sera reconnue coupable. Sera condamnée à mort toute personne qui tuera un autre homme dans le but de l'offrir en sacrifice aux idoles païennes. Sera condamnée à mort toute personne qui ferait montre de violence dans une église ou qui brûlerait une église. Sera condamnée à mort toute personne reconnue coupable du meurtre d'un évêque, de celui d'un prêtre ou d'un diacre. Après avoir subi une défaite contre les Saxons en 782, Charlemagne s'est trouvé confronté à un problème majeur. Beaucoup de soldats francs avaient été tués pendant cette bataille, et il lui fallait légitimer la poursuite de la guerre. Il a alors pris des mesures de représailles draconiennes et a fait exécuter un grand nombre de prisonniers saxons. On parle de 4500 victimes. Allez! À Verden, Charlemagne impose aux insurgés de choisir entre la conversion au christianisme et la mort. Comme ils refusent d'abjurer le paganisme, il les fait décapiter et jeter dans le fleuve. On peut mettre en doute le fait qu'il y ait eu 4500 victimes, comme l'indiquent les annales du royaume des Francs. C'est un chiffre vraiment très élevé, et il faut se montrer prudent, car on a souvent constaté que les sources médiévales rapportant des événements militaires font état de chiffres exagérés. Mais il est incontestable que le massacre de Verden a bien eu lieu, et qu'il y a eu un nombre considérable de victimes. Tu ne veux pas mourir? Alors dis-moi où est ton chef? Dis-moi où est Widukind? Ah, ton épée! Widukind était devenu l'ennemi juré de Charlemagne. Il remportait régulièrement des combats contre les Francs, mais dès que Charlemagne apparaissait en personne sur le champ de bataille, Widukind se dérobait à l'affrontement direct. Ce comportement a sans aucun doute affecté le roi. Il ressentait cette manière de faire la guerre comme une provocation, pour ne pas dire un outrage. Pour l'heure, le roi des Francs n'a toujours pas trouvé le moyen de briser définitivement la résistance acharnée des Saxons.